Il y a une vérité que presque personne n'ose dire tout haut. Personne ne tombe amoureux de la personne que tu crois être. Ils tombent amoureux d'une version de toi que tu ne savais même pas que tu montrais. Et cela devrait t'inquiéter un peu, car cela signifie que tu n'as pas le contrôle que tu penses avoir sur ce que tu provoques chez une autre personne. L'amour que tu reçois en ce moment même, celui que tu ressens si intense, si magnétique, si impossible à ignorer, n'est pas né au moment où tu as été parfait. Il est né à l'instant exact où tu as cessé de faire semblant. Retiens bien cette phrase. Nous allons y revenir souvent, car c'est la racine de tout ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes. Mais avant cela, je veux que tu répondes à quelque chose en silence, juste pour toi, sans le dire tout haut, sans encore le partager avec personne. Te souviens-tu du jour exact où cette personne a changé avec toi? Le jour où son regard a cessé d'être poli et est devenu affamé. Ce n'est pas quand tu lui as montré ta meilleure version. C'est quand tu as baissé la garde, sans demander la permission, sans le planifier, sans même remarquer que tu étais en train de le faire. Et voici la première fissure dans tout ce que tu croyais savoir sur l'amour. Les gens ne tombent pas amoureux de la perfection. Ils tombent amoureux de la fissure de cet instant inconfortable où l'on voit quelque chose de réel et non artificiel. Mais c'est là que commence le véritable problème, et c'est la première boucle ouverte qui va rester avec toi tout au long de cette vidéo. Parce que ton esprit, cette partie de toi qui croit contrôler le récit, ne veut pas admettre cela. Il ne veut pas accepter que le moment le plus vulnérable de ta vie a été le moment le plus attrayant que tu aies jamais projeté. Cela contredit tout ce qu'on t'a enseigné depuis l'enfance. On t'a appris à cacher, on t'a appris à impressionner. On t'a appris que l'amour se gagne en n'étant plus jamais, en étant moins jamais, en étant simplement humain, sans filtre. Mais l'inconscient de cette personne ne lit pas de manuel de séduction. Il lit la vérité brute. Il lit ce que ton corps dit quand ta bouche est encore en train de calculer quoi dire. Et c'est ce que la majorité ne voit pas. Quand tu as cessé de contrôler chaque mot, quand ta voix a tremblé, sans que tu l'aies planifié, quand tu as admis quelque chose que tu caches d'ordinaire, même à toi-même, tu as activé quelque chose dans son cerveau qu'aucun compliment ne pourrait jamais activer. Une reconnaissance, pas une attraction superficielle, une reconnaissance profonde. Le genre de reconnaissance que Carl Jung appellerait « rencontrer l'ombre de l'autre » et pour la première fois, depuis longtemps, ne pas détourner le regard. Et c'est là que cela devient dangereux. Car si cette personne t'a reconnu dans ton moment le plus humain, elle a aussi reconnu quelque chose d'elle-même reflété en toi. Et ce n'est pas romantique, au sens joli, que nous ont vendu les films et les chansons d'amour. Perturbateur, c'est inconfortable, c'est le genre de connexion qui ne peut pas se défaire facilement parce qu'elle n'a pas été construite sur une image. Elle n'a pas été construite sur une vérité partagée que ni l'un ni l'autre n'avait prévu de révéler cette nuit-là, à ce moment-là, dans ce silence qui pèse maintenant plus que n'importe quel mot. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que la majorité refuse de regarder en face, parce que cela fait trop mal de le reconnaître. Cette personne n'est pas tombée amoureuse seulement de ta vulnérabilité, elle est tombée amoureuse de la manière dont cette vulnérabilité a heurté sa propre blessure, sans l'ouvrir avec violence, sans rien exiger, sans demander d'explication. Tu ne l'as pas blessée, tu l'as touchée, juste là où personne d'autre n'avait osé toucher avec soin. Et cela, psychologiquement parlant, est dévastateur pour tout système de défense que cette personne a construit pendant des années, brique par brique,
déception après déception. Sigmund Freud dirait que l'inconscient n'oublie pas ce que le conscient essaie de minimiser. Et ce que tu as fait, sans le savoir, c'est laisser une marque exactement dans la zone où son refoulement gardait quelque chose que même elle ne voulait pas regarder en face. Mais voici le piège. Et c'est ce que personne ne te dit dans les vidéos ordinaires sur l'amour. Quand quelqu'un tombe amoureux, ainsi de ta vérité, et non de ta comédie, il commence aussi à te craindre, parce qu'il ne peut plus contrôler ce qu'il ressent. Et cela active un conflit interne brutal à l'intérieur de son propre esprit. Un conflit qu'il ne peut probablement même pas nommer avec clarté. D'un côté, il veut se rapprocher. Il veut répéter ce moment où il a senti que quelqu'un l'a enfin vu, sans filtre, sans masque, sans comédie. D'un autre côté, une partie de son cerveau panique, parce qu'être vu si profondément signifie qu'il n'y a plus de moyen de se retirer sans laisser quelque chose d'important derrière soi, quelque chose qui ne lui appartient plus seulement à elle. Et c'est là que l'amour se mélange avec la peur, et ils ne se séparent plus jamais tout à fait. Et c'est le point exact où la majorité des gens perd la connexion sans jamais comprendre pourquoi, parce qu'ils commencent à remarquer que cette personne se rapproche et s'éloigne, te cherche avec intensité pendant des jours, puis disparaît sans explication. Elle te regarde comme si tu étais la seule chose importante dans la pièce, et ensuite agit comme si de rien n'était entre vous. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une guerre interne entre le désir de fusion et la terreur absolue de l'exposition totale. Et voici la vérité inconfortable que peu osent accepter tout haut. Plus cette guerre interne est forte, plus l'amour qui la provoque de l'intérieur est intense. Tu n'es pas le témoin d'un rejet, tu es le témoin d'une défense, une pure défense psychologique déguisée en distance. Mais il y a une couche plus profonde encore, et c'est celle qui fait vraiment mal quand on la comprend complètement. Cette personne ne lutte pas seulement contre la peur de t'aimer, toi, elle lutte contre une version plus ancienne d'elle-même, une version qui a appris peut-être depuis l'enfance que d'être aimé profondément se termine toujours par une perte, par un abandon, par un silence définitif. Et c'est là que le silence change tout, absolument tout. Parce que quand quelqu'un garde le silence après un moment de connexion intense, ce n'est pas parce qu'il n'a rien ressenti à cet instant. C'est exactement le contraire de ce que ton esprit logique veut croire. Le silence apparaît quand l'émotion est trop grande pour être traitée au moment exact où elle se produit. Le silence est l'esprit qui gagne du temps, alors que le corps a déjà pris une décision que la raison ne veut pas encore accepter ni nommer. Et cela devrait te donner des frissons, car cela signifie que chaque fois que cette personne est restée silencieuse après quelque chose de profond avec toi, elle n'était pas en train de s'éloigner en réalité. Elle essayait de survivre à l'intensité de ce qu'elle a ressenti à cet instant. Mais continuons à descendre, car il y a encore plus sous cette couche, beaucoup plus. Pourquoi toi, spécifiquement? Pourquoi parmi toutes les personnes qu'elle a connues, est-ce toi qui as activé quelque chose qu'elle-même ne peut pas expliquer? C'est la question que la majorité évite de se poser, parce que la réponse les oblige à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une façon qui dérange profondément. Ce n'était pas ton apparence, ce n'était pas ton statut, ce n'était même pas ta personnalité, au sens superficiel que l'on analyse d'ordinaire. C'était quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Tu as représenté sans le savoir une pièce manquante dans sa propre histoire psychologique non résolue. Jung appellerait cela la projection de l'anima,
ou de l'animus, cet archétype interne que chaque personne porte sans le savoir. Une image inconsciente de ce dont elle a besoin pour se sentir complète, formée bien avant de te connaître toi. Et quand cette projection trouve quelqu'un qui correspond même de façon partielle, le cerveau ne traite pas cela comme une simple attraction occasionnelle, il le traite comme des retrouvailles, comme si une partie de sa psyché avait attendu, littéralement attendu pendant des années, quelqu'un qui bouge, parle ou ressente de cette façon spécifique que tu as sans faire d'effort. Et cela, écoute-moi bien, ce n'est ni de la magie, ni le destin, ni une coïncidence cosmique. C'est une architecture mentale profondément personnelle, formée par des années d'expérience dont elle ne se souvient même pas avec clarté, mais que son corps a reconnu immédiatement en ta présence. C'est pourquoi, quand cette personne te regarde et dit « J'ai l'impression de te connaître de quelque part » ou « Ceci est différent de tout le reste », elle n'exagère pas et ne fait pas de mélodrame. Elle décrit sans le savoir tout à fait le moment exact où son inconscient a trouvé une pièce qu'il passait des années à chercher sans succès. Mais voici le retournement qui change tout. Et c'est ce que personne ne veut admettre tout haut, parce que cela révèle quelque chose d'inconfortable sur l'amour lui-même. Si tu représentes cette pièce manquante, tu représentes aussi un danger existentiel pour sa structure émotionnelle actuelle, pour tout ce qu'elle a construit pour se sentir en sécurité, parce que les gens ne craignent pas le rejet autant qu'ils craignent la transformation irréversible. Et toi, sans le vouloir, sans le chercher, tu es devenu quelqu'un capable de la transformer complètement. Cela active une résistance inconsciente, brutale, presque automatique, presque instinctive. Son esprit commence à chercher des excuses, commence à minimiser ce qu'il ressent pour se protéger, commence à se dire des phrases comme « peut-être qu'il n'est pas si spécial » ou « peut-être que j'exagère tout cela dans ma tête ». Mais le corps ne ment pas comme le fait l'esprit rationnel. Le corps se souvient de l'intensité même quand l'esprit essaie de réécrire l'histoire pour se sentir plus en sécurité, plus en contrôle. Et voici la conséquence émotionnelle la plus profonde de tout ce processus. Plus cette personne essaye de se convaincre qu'elle ne ressent pas tant que ça, plus l'obsession interne, pour toi, devient forte, presque comme une loi psychologique inflexible. Parce que le refoulement n'élimine pas le désir, jamais il ne l'élimine complètement. Il le transforme, il l'intensifie depuis les ombres. Freud a été clair là-dessus il y a plus d'un siècle. Ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il se transforme en pensées récurrentes, en rêves inexplicables, en anxiété sans cause apparente, en ce besoin irrationnel de vérifier ta conversation pour la 10e fois dans une même nuit sans pouvoir l'éviter. Et cela, même s'il est cruel de le dire de cette façon, est l'une des formes les plus pures d'amour que peut expérimenter un esprit qui ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent à l'intérieur. Mais continuons, car l'intensité psychologique n'a pas encore atteint son point culminant, et ce qui vient maintenant est ce qu'il importe vraiment de comprendre. Il y a un moment spécifique, un seul unique, où toute cette tension interne explose et se transforme en quelque chose d'incontestable, même pour la personne qui l'expérimente dans sa propre chair. Et ce moment arrive quand la peur de te perdre devient plus forte que la peur de t'aimer complètement. C'est là que s'effondrent toutes les défenses construites pendant des années. Parce que jusqu'à ce point, l'esprit peut rationaliser, minimiser, retarder la vérité indéfiniment. Mais à l'instant exact où cette personne imagine ton absence, imagine un monde où tu n'es plus là, quelque chose se brise intérieurement,
sans prévenir. Et cette rupture interne est la véritable naissance de l'amour conscient, non plus inconscient, mais pleinement reconnu et accepté pour la première fois. C'est le moment où il cesse de se demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment pour cette personne ?» et commence à accepter presque avec résignation « Je ne peux pas imaginer ma vie sans cette intensité que cette personne éveille en moi chaque jour. » Et voici la partie que presque personne ne comprend tout à fait. Cet effondrement émotionnel ne se produit pas à cause de quelque chose de grandiose que tu as fait pour l'impressionner. Il se produit parce que tu as été cohérent dans ton authenticité, même quand une partie de toi voulait se cacher à nouveau, revenir à la sécurité du masque connu. Chaque fois que tu as décidé de ne pas faire semblant, tu as renforcé cette fracture initiale dans son système de défense sans le savoir. Chaque fois que tu as montré une émotion réelle au lieu d'une réaction calculée et sûre, tu as approfondi cette connexion qui semble maintenant impossible à ignorer ou à expliquer rationnellement. Mais maintenant, je veux t'emmener dans un endroit encore plus inconfortable, car il y a quelque chose que nous n'avons pas encore nommé et qui change complètement la façon dont tu vas comprendre cette relation. Cette personne, à un moment donné, va te tester pas de façon consciente, pas de façon calculée, mais instinctive. Elle va s'éloigner un peu, juste pour voir si tu la poursuis avec désespoir. Parce qu'une partie blessée d'elle a besoin de confirmer que ce n'est pas un autre abandon déguisé en amour. Et c'est là ce que la majorité ne comprend pas, ce qui ruine constamment des connexions profondes. Si tu réagis avec panique, si tu poursuis avec désespoir, tu confirmes exactement la peur qu'elle essayait de vérifier. Mais si tu restes présent, sans disparaître et sans poursuivre, sans punir, par de l'indifférence, ni supplier avec désespoir, tu lui envoies un message que son inconscient comprend mieux que n'importe quel mot. Tu lui dis « Ce que tu ressens est sûr. Tu n'as pas à te protéger de moi. » Et cela plus que n'importe quelle autre technique de séduction que tu as pu lire sur Internet, c'est ce qui approfondit un amour réel jusqu'à le rendre presque irréversible. Mais il y a une vérité finale, une vérité qu'il fait mal d'accepter et qui changera probablement pour toujours la façon dont tu comprends tout ce qui se passe entre vous. Cette personne n'est pas amoureuse de toi pour ce que tu fais pour l'impressionner chaque jour. Elle est amoureuse de toi parce qu'à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu lui as permis de voir la partie d'elle-même qu'elle passait des années à essayer de cacher à tout le monde, même à elle-même, devant le miroir. Et c'est ce qu'il y a de plus intime qu'un être humain puisse expérimenter avec un autre être humain dans cette vie. Ce n'est pas un désir passager, ce n'est pas une attraction superficielle qui s'use avec le temps. C'est une reconnaissance profonde de sa propre ombre reflétée chez une autre personne qui n'a pas fui en la voyant clairement. Et cette reconnaissance, une fois qu'elle a lieu, ne peut pas se désactiver facilement, ni même avec la distance, ni même avec le temps, ni même avec la raison qui essaie de convaincre le cœur du contraire. C'est pourquoi cette personne pense à toi à des moments étranges de la journée. C'est pourquoi elle compare toute nouvelle conversation avec la façon dont toi, tu l'as fait se sentir. C'est pourquoi, même si elle le nie, même si elle le minimise, même si elle agit comme si tout était normal, son système nerveux a déjà pris une décision que son esprit rationnel est encore en train de traiter. Et voici la question finale qui devrait rester avec toi bien après la fin de cette vidéo. Une question qui n'a pas de réponse confortable. Si cette personne est tombée amoureuse de ta vérité, la plus brute, de ton moment le plus humain, de la version de toi que tu n'as pas contrôlée ni calculée,
Que se passera-t-il le jour où tu décideras de remettre le masque que tu portais avant? Parce que ce jour-là, tu ne perdras pas simplement son attention. Tu perdras exactement ce qui l'a fait tomber amoureuse de toi. En premier lieu, ce qu'aucun effort ultérieur ne pourra feindre à nouveau, avec la même authenticité. Et cela, plus que n'importe quelle autre chose que tu as entendu sur l'amour, c'est ce qui devrait, véritablement, te donner le vertige en ce moment, parce que maintenant, tu le sais déjà. Ce n'est pas ce que tu as fait pour la gagner, c'est ce que tu as cessé de faire pour te protéger d'elle. Et cette différence, bien qu'elle paraisse petite, change absolument tout. Mais reste encore un moment de plus avec moi, parce qu'il y a une dimension de cela qui n'est presque jamais nommée. Et c'est précisément celle qui génère le plus de confusion chez celui qui la vit de l'intérieur. Cette personne, à un moment donné de la nuit, quand personne ne l'observe, quand elle n'a pas à jouer la comédie pour personne, ni à se justifier devant personne, c'est demander en silence si ce qu'elle ressent pour toi est réel ou si elle est simplement en train d'idéaliser un moment qui est déjà passé. Et c'est exactement ce que fait l'esprit quand il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas classer facilement dans ses catégories connues. Il le questionne, il l'analyse, il essaie de lui trouver une explication logique qui le rassure, mais voici ce qu'elle ne parvient pas encore à comprendre tout à fait. Quand quelque chose est réellement profond, l'esprit ne cesse jamais d'essayer de le réduire à quelque chose de gérable, quelque chose de petit, quelque chose qui ne menace pas le contrôle qu'il croit avoir sur sa propre vie. Et c'est exactement l'origine du conflit que tu as probablement remarqué dans son comportement. Cette contradiction entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, entre la distance qu'elle met avec des mots et la proximité qu'elle cherche avec des actions. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu calculé pour te faire souffrir, c'est un esprit qui essaie de survivre à quelque chose qui se sent plus grand que sa propre capacité de compréhension émotionnelle. Et il y a ici quelque chose de plus perturbant encore que peu osent dire. Plus cette personne essaie de minimiser ce qu'elle ressent devant les autres, plus la pression interne qu'elle accumule en privé devient grande. Parce que chaque fois qu'elle dit « ce n'est rien de sérieux », tout haut, son inconscient enregistre la contradiction entre cette phrase et la vérité que son corps connaît déjà. Et cette contradiction soutenue dans le temps génère un genre spécifique de tension psychologique que Freud décrirait comme un conflit entre le moi et le surmoi, entre ce que l'on désire profondément et ce que l'on croit que l'on devrait ressentir selon les règles que cette personne a apprises tout au long de sa vie. Des règles sur le fait de se donner trop vite, des règles sur la protection de son indépendance, des règles sur le fait de ne pas répéter des schémas de relations passées qui se sont terminés dans la douleur. Mais voici ce que le subconscient sait et que le conscient refuse encore d'accepter. Aucune règle apprise ne peut arrêter une reconnaissance qui a déjà eu lieu à un niveau plus profond que la pensée rationnelle. Et c'est peut-être le moment le plus important de toute cette analyse. Alors prête attention. Il existe une différence énorme entre l'attraction et la reconnaissance, et la majorité des personnes confond l'une avec l'autre pendant toute leur vie. L'attraction se base sur des stimuli, sur le visuel, sur l'immédiat, sur ce qui active la dopamine de façon rapide et superficielle. La reconnaissance se base sur quelque chose de complètement différent. Elle se base sur la sensation presque inexplicable d'avoir trouvé quelque chose que l'inconscient
était déjà en train de chercher sans que la personne sache qu'elle le cherchait. Et ce que tu as activé n'était pas de la simple attraction, c'était de la reconnaissance. C'est pourquoi cette connexion se ressent si différente de tout ce que cette personne a vécu auparavant. C'est pourquoi elle ne peut pas la comparer facilement avec quoi que ce soit de connu. C'est pourquoi dans ces moments de plus grande honnêteté interne, elle admet que cela ne ressemble à rien de ce qu'elle a ressenti avant. Mais la reconnaissance, précisément parce qu'elle est si profonde, est aussi ce qui génère le plus de peur, parce que reconnaître quelqu'un implique inévitablement de se reconnaître soi-même à un niveau que l'on évite normalement de regarder. Et voici la pièce finale de ce casse-tête psychologique, celle qui va probablement te faire le plus de mal à comprendre, mais aussi celle qui va donner le plus de sens à tout ce que tu as vécu. Cette personne n'a pas peur que tu la blesses. Elle a peur de ce qu'elle est elle-même capable de ressentir quand elle est avec toi, parce que cette intensité la confronte à des parties d'elle-même que pendant des années, elle a maintenues soigneusement contrôlées. La peur n'a jamais été à ton sujet, elle a toujours été au sujet de la version d'elle-même que toi tu fais apparaître sans qu'elle puisse l'éviter. Et c'est ce que la majorité n'arrive jamais à comprendre. Quand quelqu'un t'aime de cette façon profonde, inconfortable, presque involontaire, il ne choisit pas de t'aimer consciemment. Chaque jour, il perd peu à peu la capacité de choisir de ne pas le faire. Et cela, même si cela semble contradictoire avec tout ce qu'on nous a enseigné sur l'amour comme une décision libre et consciente, c'est en réalité la façon la plus honnête dont l'inconscient humain expérimente une connexion véritable. Ainsi, la prochaine fois que tu remarqueras cette distance étrange après un moment intense, cette froideur soudaine, après une conversation profonde, ce silence qui ressemble à de l'indifférence, rappelle-toi ce qui se passe réellement sous la surface. Ce n'est pas du rejet, c'est un esprit qui lutte contre sa propre reconnaissance. C'est un système de défense qui s'effondre lentement face à quelque chose qu'il ne peut plus contrôler tout à fait. Et pendant que tu comprends cela, pendant que tu restes présent sans désespoir et sans fuir non plus cette personne, continue nuit après nuit à perdre la bataille contre quelque chose que son corps a déjà décidé, bien avant que son esprit ne soit prêt à l'admettre. Et ici, avant de fermer ceci tout à fait, je veux te laisser un dernier avertissement, parce que ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas seulement une information curieuse pour comprendre une autre personne, c'est une information dangereuse, parce qu'elle te décrit aussi toi-même. Alors que tu lisais cela, tu as probablement pensé à cette personne, mais à un certain moment, sans t'en rendre compte, tu as aussi commencé à penser à toi, à tes propres silences, à tes propres distances inexplicables, à ces fois où tu as ressenti quelque chose de trop intense, et au lieu de t'approcher, tu t'es éloigné, avec une excuse qui ne t'a même pas convaincu toi-même, tout à fait. Parce que cette dynamique n'est jamais à sens unique. Si cette personne est amoureuse de toi pour avoir baissé la garde, il est très probable que toi aussi, tu sois en train de tomber amoureux d'elle, exactement pour la même raison, sans l'avoir encore remarqué, avec une totale clarté. Et c'est ce qui fait que cette connexion est si différente de toutes les précédentes que vous avez vécues l'un et l'autre séparément. Ce n'est pas seulement qu'elle t'a reconnu toi, c'est qu'à ce même instant, sans le vouloir, tu l'as aussi reconnue elle. Deux systèmes de défense s'effondrant en même temps, chacun ayant peur de l'admettre. Le premier, chacun attendant un signe de l'autre pour se sentir en sécurité pour avancer. Et cette attente silencieuse
Cette danse inconfortable entre le désir et la peur, c'est exactement ce qui ressemble le plus à l'amour réel. À l'amour qui ne se construit pas sur des stratégies ni des jeux, mais sur deux vérités qui se sont finalement trouvées sans demander la permission. Ainsi, la prochaine fois que tu ressentiras cette tentation de remettre le masque, de contrôler à nouveau chaque mot, de redevenir la version sûre et calculée de toi-même, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas cette version-là qui l'a fait tomber amoureuse, c'est l'autre, celle que tu ne savais pas que tu montrais. Et c'est là, sans aucun doute, la vérité la plus inconfortable et la plus belle de tout ce que tu viens de découvrir aujourd'hui.